J'accueille donc, si la technique le permet, Michel Carmona, qui est géographe, professeur émérite de la Sorbonne. Bonjour Michel. Bonjour, Et bonjour. à vos côtés, ou presque, Antoine Grumbach, architecte urbaniste qui a beaucoup travaillé sur la Seine. Bonjour à tous les deux. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Michel Carmona, pour un premier éclairage à la fois historique et géographique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au tout début, les hommes ont choisi de s'installer en bord de Seine? Au tout début, il y a assez longtemps quand même. Alors, au tout début, il ne s'installe pas au bord de la Seine, il la traverse ou s'installe provisoirement sur les berges pour traquer les troupeaux de rennes et d'autres animaux qui ont besoin soit de venir boire l'eau du fleuve et de ses affluents, soit de traverser dans le cadre de leur migration. L'un des exemples que nous avons, c'est l'exemple du site de Pincevent, Pincevent en Seine-et-Marne, qui est un site où l'on a retrouvé des restes accumulés de campements de chasseurs qui traquaient les rennes il y a environ 14 000 ans. Et c'était des groupes de chasseurs qui se réunissaient au début de l'automne pour des grandes chasses collectives, pour traquer les rennes qui venaient sur ce site traverser le fleuve, car il y avait un gué. Il y avait un gué comme il y avait beaucoup de gués sur la Seine et sur un certain nombre de ses affluents. La situation change vers -8 000, parce que l'on trouve à ce moment-là, et il y a des restes toujours en Seine-et-Marne, à Noyers-sur-Seine, des restes de pirogues. On a trouvé des pirogues fort anciennes, donc, puisqu'elles datent d'il y a -8 000 ans, et ces pirogues alors appartenaient à des pêcheurs qui sont des pêcheurs installés sur le bord du fleuve. Et là, c'est la première fois que l'on trouve des gens qui sont des sédentaires, qui sont installés à demeure et dont on sait que l'une des activités, peut-être pas la seule, mais l'une des activités, c'est la pêche. Et l'on trouve non seulement des pirogues, mais également des traces d'installations permanentes. On y faisait la cuisine, on réparait des instruments et on utilisait déjà des nasses pour capturer les poissons. Alors, l'installation était une installation très particulière, c'est-à-dire que l'on est en bordure d'une rive extrêmement boueuse. On n'est pas en bordure d'un cours torrentiel, mais bordure extrêmement boueuse. Et on comprend également pourquoi, parce que la pirogue, quand on a fini de pêcher, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on la tire sur le bord et il faut la tirer sur le bord, évidemment, d'une rive vaseuse ou caillouteuse, ce que l'on appellera plus tard au Moyen Âge une grève. Pensez à l'antique place de Grève, qui est l'ancêtre de notre place de l'Hôtel de Ville à Paris, et qui a été le site central du port de Paris avec ce type de bateau. On retrouve, puisqu'on parle de Paris, vers -4000 environ, les fameuses pirogues de Bercy, qui sont des pirogues appartenant à des pêcheurs, là aussi, établis alors au bord de la Seine, plus exactement entre la Seine et un de ces nombreux chenaux ou bras secondaires ou bras morts qui sont l'une des caractéristiques du site de Paris. Alors, si nous maintenant remontons le fil du temps et nous regardons ce que font ces sédentaires, eh bien ces sédentaires, naturellement, ils pêchent le poisson. Alors le poisson, c'est une grande importance parce que lorsque nous abordons l'époque du Moyen Âge, la chasse, ce n'est plus l'apanage de tout le monde. C'est la spécialité des nobles, des seigneurs. Et donc, comment se procurer des protéines animales? Le seul moyen, c'est le poisson. Et ça, c'est un fait qui va traverser les siècles. Pendant toute la période qui suit, la période du Moyen Âge, on le voit, par exemple, à partir du moment où Clovis a décidé de se convertir au christianisme, alors se multiplient à ce moment-là les églises et les abbayes. Où viennent-elles s'installer? Elles ne s'installent pas au bord du cours le plus tumultueux du fleuve. Elles s'installent sur des bras morts, sur des rives tout à fait secondaires.
Il y a 6 mois, je traquais avec des amis archéologues une abbaye datant de l'époque mérovingienne, installée à Bruyères-le-Châtel, qui est baignée par l'Orge. Alors certains étaient en train de chercher de l'abbaye sur la colline du château, et très vite, moi je me suis permis de leur dire, mais écoutez, le texte de l'époque qui nous décrit la fondation de l'abbaye est extrêmement clair. On nous dit qu'elle est au bord de l'Orge et qu'à côté de cette abbaye, il y a d'ailleurs un village, et dans ce village, il y a un étang à poissons. Et en déroulant le fil du temps, je me suis intéressé à une autre abbaye plus tardive, l'abbaye de Port-Royal, Port-Royal des Champs, bien connue, qui a été fondée au tout début du XIIIe siècle. Elle est fondée au bord d'un petit ruisseau qui s'appelle le Rodon. Et le Rodon est un ruisseau avec des marécages et en bordure duquel, sur le cours duquel, les bonnes sœurs et les messieurs de Port-Royal qui les aident aménagent un étang à poissons. Et cet étang à poissons sert à la nourriture des religieuses et leur permet aussi, en vendant ce poisson à des populations alentours, de se faire un petit peu d'argent, par exemple, pour réparer, quand c'est nécessaire, les clôtures du château, les bâtiments et les entretenir. Et l'on voit ainsi le fleuve avoir un rôle qui est d'abord un rôle alimentaire. Ça, c'est le point de départ. Naturellement, il nous fournit l'eau. C'est une banalité de dire que nous, humains, nous sommes constitués à peu près 80% d'eau et nous avons besoin d'eau pour notre vie et notre survie. Alors, nous sommes dans un pays et dans une région où, Dieu merci, nous n'avons pas des déserts à traverser pour aller chercher un point d'eau, une oasis. Nous avons tout un réseau, un chevelu, si je puis dire, de fleuves et de mini-fleuves, de rivières qui permettent de pourvoir à nos besoins en permanence. Mais qu'est-ce qui fait que nos ancêtres se sont installés de façon permanente au bord du fleuve? Ça a été d'abord la nécessité du poisson. Et puis là-dessus viennent les autres aspects. Nous sommes une espèce qui aime échanger, commercer, bouger également. On a la bougeotte chez nous. Et donc, le fait de pouvoir avoir un fleuve à proximité, à disposition, c'est très commode. Ça permet d'utiliser ces pirogues, des pirogues de plus en plus grosses, pour se déplacer sur le fleuve, plus seulement pour pêcher le poisson. Et le commerce devient l'une des caractéristiques de cette utilisation des fleuves. De la même manière, les gués, qui, je le rappelais tout à l'heure, sont extrêmement nombreux sur des fleuves qui sont des fleuves paresseux, avec des méandres, avec de nombreux bras morts, sont des endroits qui sont parfaits pour pouvoir faire la traversée des fleuves. Et donc, nous avons ainsi des routes de circulation qui sont des routes perpendiculaires. Et toutes les villes qui bordent la Seine et qui bordent ses affluents ont finalement cette logique qui est cette logique d'implantation. Et tout ceci, nous le retrouvons jusqu'au début des temps modernes, jusqu'à l'époque de Henri IV. Mais là, c'est une autre époque qui commence à s'ouvrir, une époque, j'allais dire, qui est plus proche de l'époque industrielle et moderne que l'époque médiévale qui s'achève avec l'arrivée au pouvoir de Henri IV et de ses successeurs. Alors, on va revenir aux époques ultérieures justement, mais une première question, à quelle enfin, aujourd'hui, on n'imaginerait pas traverser la Seine à pied. Alors, à quelle époque est-ce que ces gués ont disparu? Bien, il y avait encore la possibilité de traverser à gué dans les années 1830-1840. Ce sont les travaux qui sont les travaux qui ne sont pas dus à Haussmann, mais qui avaient commencé avant lui, qui consistaient à border les quais, à border les quais, les bords de Seine, devrais-je plutôt dire, de quais en pierre, qui ont commencé à resserrer le cours du fleuve, à accélérer également son cours. Et à partir du moment où on resserre le cours du fleuve, évidemment, il y a toujours le même volume d'eau qui doit circuler, et ce volume d'eau passe avec une largeur qui est une largeur moindre, et peu à peu, les fonds de cailloux ont été emportés. Et puis, il y a eu des dragages. Mais déjà, l'effet naturel consistant à
emprisonner, bon, ce n'est peut-être pas le bon mot qu'il faudrait employer, disons, à encadrer la Seine avec des quais, est un élément qui explique la disparition progressive des quais. Alors, on parlera des quais tout à l'heure avec Monsieur Grunbach, mais peut-être Antoine Grunbach, une réaction sur à la fois les quais et les premiers ponts qui ont traversé, enfin qui ont été construits à Paris. Je sais que vous aviez un peu regardé l'historique de ces premiers ponts. Comment ça s'est fait Oui, on vous voit, Monsieur Grunbach. Bah, écoutez, non, surtout ce qu'il faut marquer, c'est-à-dire que Michel Carmona l'a bien montré, c'est-à-dire l'importance de la traversée du fleuve. Mais moi, je voudrais insister une chose, c'est que l'organisation des villes le long de la Seine en général, ce sont dans les endroits où il y a un relief important par un plateau, se sont toujours implantés au pied des grands talwegs qui permettaient de remonter sur les plateaux. Parce que sur les plateaux, c'était là où il y avait des grands espaces agricoles et il fallait descendre les mettre sur des bateaux pour pouvoir les amener. Donc, en fait, très tôt, dans les premières implantations urbaines qui se font, et bien sûr, Rouen en est un exemple très particulier, puisqu'il y a plusieurs talwegs qui convergent sur Rouen, les villes s'installent à des endroits toujours de mise en relation avec le grand territoire. Et c'est pour ça que j'insisterai, et je vais insister toute l'après-midi là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas penser la Seine indépendamment du grand territoire qui l'entoure. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ensuite, bien sûr, les hommes construisent des ponts. Et c'est là tout le génie de l'humanité, d'avoir inventé les ponts. Et bien sûr, chaque pont, des premiers ponts deviennent des éléments extrêmement importants, bon, à tel point que toute l'urbanisation s'organise autour de ces ponts. Une chose très amusante à voir dans les villes, plutôt, et aussi un peu dans les campagnes, c'est que le premier pont qui se fait, le deuxième pont vient après dans la ville, et le troisième pont, il est toujours entre les deux. Et ça, si vous pouvez le vérifier sur l'histoire des ponts à Paris et même sur l'histoire des ponts en général, sur toute la. C'est-à-dire qu'on comprend très bien pourquoi deux ponts créent une intensité d'urbanisation, de trafic. Et bien, le troisième pont vient les soulager en se mettant au milieu. Et puis ensuite, il y a eu les ponts habités qui se sont installés sur la Seine. Et il y en avait, Paris en était une des capitales mondiales. Et ensuite, ça s'est détendu. Et il y a eu une très, très belle exposition à la Royal Academy sur lequel moi, j'avais fait un des projets pour un pont habité à Londres, qui n'a pas été réalisé pour des raisons politiques, bien sûr. Mais je veux dire que les fleuves génèrent des inventions. L'invention du pont, l'invention des ponts habités. Et bien sûr, lorsqu'on commence à bâtir le long des fleuves des espaces de protection contre les inondations, parce que les fleuves, ce n'est pas très gentil, quoi. Il y a des moments où ça déborde, donc les villes ont besoin de se protéger. On invente toute une série de choses qui sont liées aussi à des choses qu'on ne voit pas. C'est toutes les évacuations des eaux des eaux usées qui allaient dans la ville un peu n'importe où, commencent à être canalisées. Et donc, il y a toute une réflexion sur canaliser les eaux avant de les laisser se jeter dans la Seine pour pouvoir les dépolluer ou bien envoyer les endroits les plus pollués en dehors des zones habitées. Donc, je veux dire Alors justement, pardon, je redonne la parole peut-être à Monsieur Carmona. On arrive sur cette canalisation et les premiers, les premiers traitements des eaux usées, si on peut dire. Est-ce que là, on est au 19e, hein, et vous nous avez dressé tout à l'heure un tableau peut-être jusqu'au 18e. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Seine, dans cette deuxième phase, si on peut dire, à partir du 18-19e siècle, hein? Moi, je dirais que l'histoire de l'époque industrielle commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour du règne d'Henri IV. Il y a de plus en plus de monde en France, dans les villes. La population augmente. Et la population des villes, qu'elles soient grandes comme Paris ou moyennes, tout le long de la Seine et de ses affluents, augmente également considérablement. Alors, à la fin du XVIe siècle, au début du règne d'Henri IV, les fleuves sont des endroits de convivialité, si je puis dire. On s'y baigne volontiers.
Et l'époque de la Renaissance a mis la nudité à l'honneur, et donc on se baigne tout nu. Ce qui fait que certains chroniqueurs nous racontent que depuis le bord de la Seine, il y a des voyeurs qui sont là pour regarder les hommes, les femmes, évidemment, et profiter de leur nudité. Et puis, l'époque devient un peu plus austère, justement à partir du règne de Henri IV, et donc on se baignera de moins en moins. Mais c'est aussi l'époque où Henri IV ordonne de corseter la Seine avec donc une opération qui va durer pendant 250 ans, 300 ans, mais qui a eu les conséquences que j'ai dites tout à l'heure. C'est le moment également où on multiplie les constructions d'égouts, de bouts d'égouts. Il n'y a pas véritablement de réseau, mais il y a des égouts qui se créent pour éliminer les eaux usées, et l'attitude à l'égard de la Seine change complètement. Vous avez des médecins qui, jusqu'au milieu du 19e siècle, vont vous expliquer qu'il ne faut pas se laver trop souvent. Et l'eau de la Seine est considérée comme bonne pour le lavage dans la mesure où elle est acide, c'est-à-dire, disons-le, très polluée, et bonne uniquement pour un certain nombre d'usages, comme le lavage et comme plus tard les utilisations industrielles. Et ce qui fait que la Seine devient, comme vient de le dire Antoine Grimbach, un véhicule d'eau usée, un véhicule de pollution, mais elle reste un vecteur de transport. C'est le principal axe de déplacement le plus commode. Et le ministre de Henri IV, sage Sully, aurait dit que les fleuves, c'était des chemins qui marchent. En tout cas, il avait élaboré un plan qui était un plan extrêmement ambitieux d'aménagement du territoire à l'échelle nationale, consistant à relier l'ensemble des fleuves français par des canaux, et en tout cas à canaliser les fleuves qui en avaient besoin pour qu'ils puissent transporter des charges commerciales plus importantes que les bateaux du Moyen Âge. Et cette navigation s'intensifie avec l'arrivée de la machine à vapeur qui permet d'avoir des transports de marchandises et des transports de voyageurs d'une très très grande intensité sur la Seine et sur ses principaux affluents, et qui permet également en même temps de pouvoir fournir de l'eau, puisque cette eau, elle n'est pas bonne pour la boisson, elle n'est pas bonne pour la toilette, pour la santé, disent les médecins, pour donc les industries qui en ont besoin et qui s'installent en bordure. Et c'est le moment où vraiment s'intensifie la pollution de la Seine et de ses affluents à cause de cette utilisation pour l'industrie. Et c'est seulement, je dirais, au début du XXe siècle, que l'attitude à l'égard de la Seine va changer, que l'on va considérer que la Seine peut avoir une fonction de loisir plus importante. Alors, cela existait, vous me direz, mais attendez, au XIXe siècle, il y a bien les tableaux champêtres, les impressionnistes, etc., etc. Mais oui, mais vous voyez déjà des parties qui sont des parties champêtres, avec des bains à l'intérieur du fleuve, des parties de pique-nique en bordure, mais vous voyez à côté le pont sur lequel passe un train avec une locomotive qui crache sa fumée de charbon, et puis petit à petit, l'industrie va grignoter ces espaces. Et je crois que c'est ça, évidemment, le grand changement qui explique que nous ayons aujourd'hui un véritable enjeu des rapports entre la ville et le fleuve, comme vient de le rappeler Antoine Grimbach et comme l'ont rappelé les orateurs précédents, puisque nous vivons en grande majorité dans des villes qui sont des villes qui bordent la Seine, ses affluents, et qu'il y a effectivement une poussée de la part de beaucoup de citadins de grandes villes en direction de villes moyennes, de villages, toujours situés près du fleuve, et avec le problème de qu'est-ce qu'on fait du fleuve et comment le traite-t-on. Alors, justement, je me retourne vers vous, Monsieur Grunbach. Quel constat est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur l'urbanisation en bord de Seine et son éventuelle évolution qu'abordait déjà Monsieur Carmona?
Écoutez, d'abord, comme vous le savez, je crois que il faut jamais oublier une phrase célèbre qu'a faite Bonaparte lorsqu'il était encore que Bonaparte au Havre, en disant Paris-Rouen-Le Havre, une seule et même ville dans la Seine et la Grande Rue. C'est-à-dire c'était une intuition absolument extraordinaire déjà de Paris au Havre. La Seine et la Grande Rue. La Seine est le vecteur d'identité de l'ensemble d'un grand territoire qui se caractérise par une chose qui, moi, me frappe, c'est un modèle de mégapole qui est une alternance ville-nature. Vous avez le long de la Seine une alternance permanente entre des zones urbaines ou industrielles et puis des zones qui sont soit agricoles, soit forestières. Et ce modèle d'une grande mégapole multipolaire, mais où il y a de l'alternance nature-ville, c'est un modèle très, 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 très positif pour la compréhension de ce que c'est et ce que devraient être toutes les grandes urbanisations urbaines. En plus, bon, ça a été dit par M. Dugouin-Clément tout à l'heure, la Seine, c'est aussi le vecteur qui met en rapport avec la mer et avec le Havre. Jusqu'au Moyen-Âge, c'était Rouen. Ensuite, bien sûr, le déplacement et la création du port du Havre. Et bien sûr, Fernand Braudel, le grand historien, disait que, bien sûr, la phrase a son désavantage, la capitale française est continentale. C'était très intéressant pour moi, c'est que Braudel disait c'est le Havre qui devrait être la capitale française parce que c'est à l'articulation, et pourtant déjà ce n'était pas encore les 80% de trafic, maritime qui nourrissent l'économie de tous les grands pays développés, c'était déjà une intuition qui me paraissait essentielle. Donc, qu'est-ce que j'aurais à dire? C'est que la Seine, il faut la voir comme le dit, la grande rue d'une très grande métropole, et que cette conscience qu'on participe tous d'une géographie qui est organisée autour de la Seine, c'est quelque chose d'extrêmement important et un véritable modèle d'organisation urbaine. Alors, une réaction, Monsieur Carmona, je vois Oui, que… mais je souscris totalement à ce que vient de dire Antoine Grimbach. Moi, en étant fort ancien, puisque vous l'avez dit, je suis émérite, c'est-à-dire retraité, j'ai travaillé à la DATAR, j'ai travaillé dans des cabinets ministériels qui avaient affaire avec l'aménagement du territoire, et je me suis toujours passionné pour le développement de la navigation fluviale, aussi bien la navigation commerciale que la navigation de loisirs. Et c'était il y a déjà des décennies, et je n'ai jamais changé de conviction. Et je répète, je souscris totalement à ce que vient de dire Antoine Grimbach. Alors, je dirais simplement qu'à un niveau un peu plus micro, si je puis dire, il faut faire attention aux fleuves. Vous l'avez dit tout à l'heure, Antoine, le fleuve, quelquefois, il est redoutable, quelquefois, il se venge si on le maltraite trop. Et il ne faut jamais oublier que l'eau d'un fleuve circule même en dessous du sol quand nous l'avons recouvert. Ça, c'était quelque chose qui a été constaté lors de la grande inondation de 1910, quand on a vu ressurgir de l'eau dans le quartier de Saint-Lazare, parce qu'il y avait là un ancien bras de la Seine qu'on avait appelé la Grange Batelière, d'où la rue de la Grange Batelière qui existe toujours aujourd'hui, et que la Seine circulait toujours en dessous sans qu'on la voie. Et lorsque des crues successives de ces affluents se sont superposées, eh bien, il a fallu qu'elle trouve un chemin, cette eau, et donc elle est ressortie. Voilà, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Vous savez qu'il y a eu des grands malheurs du Grand Palais il y a quelque temps. On s'était même demandé à un moment s'il ne fallait pas l'abattre plutôt que le restaurer. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait été construit classiquement en partie dans la vase de la Seine, la partie qui borde la Seine, et construite sur le système le plus ancien, qui est des forêts de poteaux en bois, sur lesquels ensuite on place des moellons de pierre et on construit ce magnifique édifice. Et à la suite de 2 ou 3
années de basses eaux, les têtes d'un certain nombre de ces piliers s'étaient trouvées hors de l'eau et calamité, quand elles sont plongées dans l'eau, elles sont imputrescibles, elles ne bougent pas, et dès qu'elles sortent, elles s'effritent. Voilà un exemple, hein, un exemple qui montre que le fleuve, il faut l'utiliser, mais en le ménageant et en pensant à ce qui peut être sa réaction si disons, on ne le ménage pas. Pardon, c'est un mauvais jeu de mots, mais il faut le ménager tout en l'aménageant. Mais je répète, je ne suis pas du tout pour une vision passéiste, en l'occurrence, pas du tout. Et encore Alors, une fois, c'est vraiment la grande rue de la France que cet justement, axe de la Seine. dans une vision d'avenir, comment est-ce qu'on peut redonner sa place à la Seine, en l'occurrence, Monsieur Grumbach? Écoutez, je crois que moi, je m'intéresse beaucoup à l'aménagement du territoire à l'échelle de la France et particulièrement avec la Seine. Je pense qu'il y a une grande région capitale qui est la vallée de la Seine. Et je crois qu'on entrerait vraiment dans le XXIe siècle si on se posait la question sur l'identité des découpages régionaux, par exemple, se basait sur des éléments qui sont fondamentaux et partagés par tout le monde, comme par exemple la question des fleuves. Donc pour moi, la grande région capitale, c'est la vallée de la Seine, de Paris au Havre, avec en remontant bien sûr dans tout le bassin hydrologique aux sources de la Seine. Et je trouve que à partir du moment où on dit cela, on est aujourd'hui à un moment important historique où on voit quand même que les élus de Paris et du Havre, comme c'était déjà avec du temps de M. Ruffnac, mais que les élus actuels commencent à dialoguer. On intègre aussi les élus de Rouen et on voit aussi en amont. C'est-à-dire on voit qu'il y a une solidarité qui se constitue. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Seine en partage depuis toujours. Quand j'avais travaillé pour Nicolas Sarkozy sur ce projet de Paris-Rouen-Le Havre, j'avais lu avec attention tout ce qui était déjà des réflexions de la Seine en partage. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut réfléchir à l'aménagement du territoire. Je suis triste et un peu orphelin de structures fortes, M. Carmona y a participé il y a longtemps, de structures d'aménagement du territoire et de la DATAR, entre autres, particulière, des grands projets, et je pense qu'il faut réfléchir à la question de la Seine à l'échelle de toute la France. Et j'ai commis un petit article que vous avez peut-être vu dans Le Monde récemment en expliquant que pour moi, il y avait en France 5 grandes régions. 5 grandes régions, c'est les cinq grands fleuves, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin qui a une structure internationale et qu'on devrait créer des grandes régions qui peuvent être, on n'est pas obligé d'éliminer les régions actuelles, mais les rendre beaucoup plus solidaires à l'échelle du bassin hydrologique. Et on aurait une représentation de la France et de son aménagement de 5 grandes régions autour d'une identité qui est le fleuve. Alors, comme beaucoup de choses se font aujourd'hui autour de Paris, en Le Havre et bien sûr en amont de la Seine aussi, je trouve qu'on est peut-être avec une espèce de région capitale qui pourrait être la fusion de l'Île-de-France et de la Normandie, et devenir le premier grand territoire régional dont l'identité serait la vallée, disons le bassin hydrologique de la Seine. Et je trouve ça absolument passionnant. Quand on a fait la fusion des 3 ports, Paris, Rouen, Le Havre, déjà on amorce comme ça une gouvernance à l'échelle des grands territoires. Je crois qu'on va y revenir. Il y a d'ailleurs les gens d'Aropa qui vont parler. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, donc c'est pour moi une évidence que si l'on veut que les gens s'associent à une région, il faut qu'il y ait une identité. Et cette identité, il n'y a pas d'autre paramètre que l'identité géographique. Écoutez, merci beaucoup. On arrive presque au terme de votre intervention. En fait, je surveille les questions. N'hésitez pas à poser des questions sur le fil de commentaires. En fait, il y a énormément de commentaires plus que de questions. Donc, je ne vous ai pas interrompu. Il y a beaucoup d'historiens et de géographes émérites qui rebondissent sur vos explications. Donc, je vous enverrai tout ça. Peut-être un dernier point, Michel Carmona. Je crois qu'Antoine Grumac nous a donné un message pour tous
tous les élus et tous les responsables de collectivités qui nous écoutent. Quel serait votre message, vous, pour ces élus qui nous écoutent? Euh, Mon message serait vraiment de penser à la conciliation entre les nécessités économiques, comme encore une fois vient de les développer Antoine Grimbach, et comme je viens de le dire, je souscris totalement. Et puis la question du respect du fleuve, ce qui veut dire aussi les aspects paysagers. Je crois que nous devons, en même temps que nous devons favoriser l'utilisation commerciale du fleuve, des fleuves, nous devons en même temps préserver les îles, des paysages traditionnels, des fonctions de divertissement, et nous devons prêter beaucoup de soin à l'aménagement des parties du territoire qui sont riveraines du fleuve. Il faut avoir accès au fleuve, mais je ne suis pas sûr qu'il faille et qu'il soit très prudent de construire, comme l'exemple du Grand Palais que j'ai donné tout à l'heure le montre, de façon trop proche du lit majeur de la Seine. Voilà, c'est ma recommandation, mais je crois que ce n'est pas toujours facile. Il faut essayer de tenir bien les deux bouts de l'équation.